Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avertissement au sujet de la réédition de 2010. Une manifestation culturelle organisée en décembre 2010 par M. Inoussa Husseini, ambassadeur représentant permanent du Niger à l'UNESCO, donne l'opportunité, grâce au concours actif des éditions à l'apostrophe Harmattan, de rééditer les 3 volumes de rencontres, publiés au Niger par les éditions Ténéré voici 20 ans, respectivement en 1990, volume 1, 1992, volume 2 et 1993, volume 3. Cet ensemble d'entretiens avec 27 auteurs nigériens de différents horizons linguistiques, français, Haoussa, Zarma, Tamashek, de différentes générations, allant des années 1920 aux années 60, et ayant des préoccupations variées permet de mieux saisir la pluralité des aspects de la littérature au Niger. Les informations qu'il contient sont indéniablement utiles à tous ceux qui s'intéressent, d'une manière ou d'une autre, au domaine de la littérature et de la culture au Niger. L'ouvrage, publié à tirage réduit, est épuisé depuis longtemps et la possibilité de le rendre à nouveau accessible au public est forcément satisfaisante. Cependant, les conditions d'urgence de la réédition et les moyens techniques employés ne donnent malheureusement la possibilité ni de corriger les coquilles, fautes d'orthographe et bizarreries typographiques, ni d'actualiser les données car si plusieurs des personnes rencontrées à l'époque sont décédées, d'autres ont continué leur chemin en littérature, sans qu'il soit possible de faire état dans la présente publication de leur nouvelle production. On demande donc l'indulgence des lecteurs pour qu'ils soient plus sensibles au contenu de ces rencontres qu'à la forme, souvent défectueuse. On souhaite que, dans l'avenir, ces entretiens puissent être complétés tant pour actualiser les données que pour poursuivre ces rencontres avec les nouveaux auteurs. Comme pour les bibliographies, ce genre d'ouvrage requiert en réalité une constante mise à jour pour mettre en valeur le dynamisme de la littérature et sa vitalité par une meilleure connaissance des créateurs. Introduction. Le 3e volume de Rencontres paraît grâce à la collaboration précieuse d'Amadou Maïlélé, qui s'est entretenu avec 2 écrivains et grâce l'aide financière de la Mission française de coopération et du CCFN. Le projet initial peut aussi être mené à son terme. On doit s'en féliciter et remercier tous ceux qui en ont permis la réalisation, ceux qui ont transcrit les bandes, ceux qui ont corrigé et relu les textes, ceux qui les ont tapés, sans oublier l'éditeur. Ce volume reste fidèle aux exigences des précédents. On a gardé la présentation par génération, avec une nouveauté pour le dernier entretien qui regroupe 3 écrivains parce qu'ils étaient co-auteurs d'un ouvrage paru en août 1992, La calebasse renversée. Cette particularité permet de porter à 11 le nombre de personnes rencontrées dans le présent ouvrage. On a maintenu une conception large et ouverte du domaine littéraire. En dehors des écrivains rédigeant principalement en français, un entretien avec Diouldé Leya traite des questions culturelles et surtout des langues. Un autre avec Maman Maïdo aborde le cas des productions littéraires écrites en Haoussa. Un autre avec Maman Sani s'attache au rapport entre littérature et musique, question importante qui concerne une grande partie de la littérature orale traditionnelle aussi bien que les chants modernes. 2. Avec l'ensemble des 3 volumes de rencontres, on dispose aussi d'informations sur 27 auteurs ou hommes de culture, ce qui représente déjà une approche positive et utile. Parvenus à ce point, certains seraient enclins à se satisfaire du chemin parcouru, mais il est malgré tout plus honnête et profitable de considérer l'étendue de ce qui reste à réaliser. Des auteurs n'ont pas été rencontrés, leur nombre n'est pas négligeable, qu'il s'agisse d'anciens dont la notoriété est réelle ou des jeunes encore peu connus. Des auteurs malheureusement disparus n'ont pas été présentés. On pense bien sûr à l'œuvre littéraire de Boubou Hama, les artistes traditionnels n'ont fait l'objet des apostrophes. Aucune rencontre et bien des hommes de culture restent à interroger et à écouter. On n'a donc pas motif à crier victoire. L'amateur de littérature et le critique littéraire ne seront pas comblés, s'ils réalisent l'ampleur de la tâche à poursuivre. Et dans le même sens, on ressent fortement l'obligation de continuer l'inventaire des œuvres nigériennes, déjà amorcé dans la bibliographie de la littérature nigérienne qui requiert d'être augmentée, voire corrigée sur certains points. Néanmoins, on a déjà la possibilité d'entamer des études sur la littérature nigérienne, maintenant que certains auteurs sont mieux connus de l'intérieur et rendus plus proches par ces rencontres.
On peut déjà montrer les conditions qui suscitent la création des œuvres littéraires, pour le problème de la langue, comparer les points de vue, en recoupant les propos des uns et des autres, établir des affinités et des différences, manifester les liens avec la musique, le cinéma, etc. Le champ de l'analyse littéraire s'ouvre un peu plus désormais. 3. Toute cette entreprise a pour but, rappelons-le, de provoquer, d'abord auprès des Nigériens et ensuite de l'extérieur, une prise de conscience du fait littéraire nigérien et permettre la reconnaissance collective de sa valeur. Qu'il crée oralement, ou par écrit, dans les langues nationales ou étrangères, les littéraires nigériens constituent une donnée importante pour l'identité de la nation, non seulement par rapport aux racines dans le passé, mais aussi dans ses aspirations et ses visées pour l'avenir. À l'heure où l'organisation politique nouvelle favorise l'expression sous toutes ses formes, à l'heure où l'on comprend de plus en plus qu'il n'y a pas de développement sans dimension culturelle, la valorisation de la littérature, au sens large du terme, s'impose non pas comme une vague possibilité mais comme une nécessité fondamentale à laquelle Rencontre a voulu apporter sa contribution. J.D. Penel. 1. HALIDOU Sabo Mahamadou, entretien du 14-11-1991 à Niamey. JDP. Mahamadou Alidou Sabo. Vous êtes un des écrivains de la littérature nigérienne et j'aurais voulu profiter de ce petit entretien avec vous pour essayer de mieux vous connaître et de vous faire connaître. Vous êtes né en 1937 à Tawa, et je crois que c'est à l'école de Tawa que vous avez commencé vos études? MHS. Oui. J'ai démarré mes études à l'école régionale de Tawa. Ensuite j'ai continué au cours normal de Tawa d'où je suis sorti comme instituteur. JDP. Justement est-ce dans cette période-là que vous est né le goût de la littérature? Est-ce que ce n'est ce pas-là que avez commencé à écrire soit pour vous soit pour le journal de l'école? Est-ce que quelque chose aurait provoqué cette flamme littéraire, à ce moment-là? MHS. Je crois qu'il y a eu un événement un peu insolite. À Tawa en 1957, il y avait une sorte de changement de mentalité qui se dessinait dans la population. Et je m'étais permis en ce temps d'écrire un article dans le journal. Le temps du Niger. Je ne me souviens plus du titre de mon texte, mais je relatais ce changement qui venait transformer un certain aspect du visage de la femme de l'Ader. En l'occurrence, c'était le port de robe. Dans le temps, nous étions habitués à nos sœurs qui portaient le pagne et qui n'avaient pas parfois de complexe à montrer une partie de leur corps, et ce durant toute leur jeunesse. Avec l'utilisation de la camisole, je me suis dit de façon toute innocente que c'était une page de l'histoire de l'Afrique qui était en train de se dessiner. Je ne me souviens pas très bien de la date exacte, mais je sais que c'est en 1957 que l'article a paru. JDP. C'est votre premier article? MHS. Oui, c'était le premier article que j'ai fait. JDP. Aviez-vous auparavant rédigé des poèmes pour vous, ou griffonné de la prose? Y avait-il un journal à Tawa? MHS. Non, au cours normal de Tawa il n'y avait pas de journal. Mais nous avions différentes lectures, évidemment nous avions versifié. Vous savez, quand on est jeune, parfois il vous arrive, sous prétexte d'imiter un auteur français qu'on a étudié, d'essayer de faire quelques bribes de versification. Mais de manière sûre et permanente, je ne l'ai pas fait. J'ai commencé vraiment à écrire quand j'étais fonctionnaire. JDP. Donc, c'est après 1957, puisque vous commencez à enseigner après cette date? MHS. J'ai commencé à écrire véritablement à partir de 1963. JDP. Et cela correspond à quoi dans votre carrière? MHS. J'étais instituteur et directeur d'école à Maradi. Quand j'étais venu à Maradi, l'écriture dans le journal m'a un peu intéressé et je me suis fait correspondant bénévole du journal Le Temps du Niger. Il m'arrivait de temps en temps de suivre certaines réunions officielles et de faire des articles pour envoyer à ce journal. Et j'étais presque pigiste de ce journal. Mais à Maradi déjà, j'ai commencé à écrire des contes. Il y avait quelques vieux que j'écoutais dans le cadre de la collecte de la tradition orale, et il m'arrivait de traduire certains contes et de les envoyer à ce même journal. JDP.
J'ai relevé dans le Niger à partir des années 66 jusqu'en 72, des contes, une légende, de Dan Kassawa je crois, et puis des poèmes, car vous écriviez aussi des poèmes. MHS. Exactement. C'est après la traduction des contes, que j'ai commencé à écrire des poèmes. J'en avais fait un cahier, qui malheureusement n'a pas eu de succès. JDP. Pourtant vous figurez dans l'anthologie de la poésie nigérienne en 1971, le numéro spécial de la revue Niger. MHS. Oui, en tout cas, j'avais voulu faire un recueil que j'allais faire publier dans une maison d'édition connue. Malheureusement, ça n'a pas marché. Même ça, effectivement, en ce temps, je m'étais beaucoup intéressée à la poésie. J'ai vite laissé tomber, dans la mesure où je m'étais plutôt intéressée à la collecte de la tradition orale et aux contes. JDP. Pour cette anthologie de la presse, excusez-moi de revenir sur le sujet, vous avez-on consulté, ou bien les avait-on prises où ils étaient publiés dans le journal? Il y a 4 poèmes qu'importe, Victoire, femme nigérienne, mon frère paysan. MHS. On les a empruntés directement dans le journal. JDP. Vous n'aviez pas été contacté? MHS. Non. J'ai vu le document publié, et je me suis rendu compte que mon nom figurait parmi les auteurs qu'on avait retenus. JDP. Au point de vue littéraire, vous avez d'abord cette tentative de poésie qui tourne un peu court et puis vous avez les contes. En 1974, vous entrez dans une nouvelle période de votre vie. Vous écrivez dans le journal Sahel Hebdo, de juin à octobre 1974 un nouvel, Goma. MHS. Oui. JDP. Il s'agit là d'un nouvel exercice d'écriture. MHS. Voilà ce qui s'est passé. Un élément nouveau est apparu dans ma vie littéraire. À Maradi, je m'étais impliqué dans les mouvements de jeunesse, particulièrement dans l'aspect animation des festivals qui se faisaient dans le temps. J'étais parmi le groupe des rédacteurs. Et d'ailleurs, disons qu'il y a eu, je crois, 3 pièces qui ont été primées, j'étais toujours l'auteur. Je faisais la première mouture, et c'est à partir de cette mouture que les répétitions nous aidaient à voir comment mettre la pièce en place et venir à Niamey la présenter. JDP. Vous vous souvenez des titres de ces pièces? MHS. D'abord, il y a eu Goma. JDP. C'était en forme de pièce? MHS. Oui, c'était. Le premier titre était L'amour est aveugle ou quelque chose comme ça. Nous l'avons présenté à Niamey, et cette pièce a été primée. JDP. En quelle année? MHS. Ce doit être en 1966, parce que j'étais à Maradi entre 1964 et 1966. En 1968, je suis parti à Abidjan pour étudier. Donc ce doit être en 1966, je crois bien. Et cette pièce présentée par la jeunesse de Maradi avait effectivement été primée. Elle a eu, je crois, la médaille d'or. C'est donc la même que j'ai aménagée sous forme de nouvelle avec le titre de Goma. Bon. Il m'arrivait d'envoyer chaque semaine 1 ou 2 pages qui sortaient régulièrement. J'ai recueilli des échos assez favorables par rapport à la publication de cet écrit, et surtout au niveau de la jeunesse. C'est le même texte que j'ai continué à peaufiner, qui doit être ma première création. JDP. Le texte paru en 1974 et celui de 1990 sont-ils les mêmes? MHS. En 1990. Goma, adorable Goma. Je l'ai réformulé, mais disons que c'est ça qui a servi vraiment de prétexte. Bon, au point de vue pièce, il y a effectivement la cause. C'était une pièce théâtrale que nous avons présentée à Niamey. C'est après avoir repris tout cela que j'ai réfléchi, que j'ai ajouté d'autres piments. Et c'est ce qui a donné ce que j'ai appelé « caprice du destin ». Mais j'ai totalement réformulé le texte en suivant l'histoire d'un ami de ma sœur, un enseignant, qui est allé dans sa brousse au gré des difficultés du moment et s'est retrouvé un peu responsable dans ce pays. Mais sinon vraiment le motif du départ c'était cette pièce, la cause. JDP. Est-ce qu'il en est de même pour Aboki alors? MHS. Non. Disons que s'il y a vraiment un écrit que j'ai fait qui était directement pensé comme une nouvelle ou un roman, c'était Aboki. Je l'avais conçu et écrit,
à Abidjan. JDP. En voyant les Nigériens? MHS. Oui, en 1968, j'étudiais là-bas en tant qu'inspecteur. Il y avait une forte colonie nigérienne, et particulièrement des jeunes de chez nous, de l'ADER. Je les ai approchés, et j'ai vu leur vie et vraiment l'idée d'écrire m'est venue à partir d'Abidjan. Mes premières notes, je les ai écrites à Abidjan. JDP. Vous étiez à Abidjan en 1971? MHS. De 1968 à 1971. J'ai fait une première esquisse sur fiche à Abidjan. Mais j'ai oublié mes documents en tout cas, je ne m'en suis plus soucié. Je n'ai repris mes documents qu'une fois que j'ai été, en 1979, ministre de l'Information, aussi paradoxal que cela paraisse. En tant que ministre, j'avais du temps. Parce que... C'est une parenthèse. J'ai une technique à moi qui est un peu compliquée, je n'ai jamais écrit quoi que ce soit chez moi. C'est paradoxal. J'écris toujours dans mon bureau. Quand j'étais ministre de l'Information, il m'arrivait d'avoir des heures libres, je les prenais sur mon service et c'est ainsi que j'ai écrit à Boki, mais en partant des notes que j'avais déjà griffonnées à Abidjan. IDP. Et le manuscrit, vous l'avez envoyé aux Nouvelles Éditions africaines, NEA, à Abidjan? MHS. Oui, dès que je l'ai terminé, je l'ai envoyé au NEA, et là, pas de problème, l'accueil a été favorable. JDP. Vous avez fait un gros tirage? MHS. Disons qu'initialement le contrat portait sur 3000 exemplaires, mais je crois qu'il y a eu 10 000 exemplaires. JDP. Aboki est l'histoire d'un jeune Nigérien qui quitte le pays pour tenter fortune et qui reviendra sans rien. Mais bien que le texte soit court, l'histoire porte sur près de 20 ans. Le héros part dans les années 50 et revient au moment d'un événement historique, en 1970 à 1971 quand les Nigériens ont été chassés d'Abidjan. MHS. Oui. Effectivement, l'histoire d'Aboki est vraiment une histoire, je ne dirais pas vraie, mais caractéristique de la zone de l'ADER. Dans l'ADER, comme je l'ai dit quelque part, il y a une tradition qui est établie. Il faut nécessairement aller en exode, mais une sorte d'exode constructif parce que cela fait partie d'une initiation. N'est homme valable et mûr que celui qui est parti vers la côte pour chercher fortune. Donc ce jeune homme, Amadou, a vu l'exemple de ses aînés, il les a suivis et malheureusement un concours fâcheux de circonstances l'a déterminé à partir. Il s'agissait d'une scène de recouvrement d'impôts. Et devant toute la population, son père avait été agressé et malmené. Tout ça parce qu'il n'avait pas payé son impôt. Il a été humilié, et cela a été le choc qui a amené Amadou à abandonner l'école, pour aller vers la côte. Et comme on peut le voir dans le livre, sa famille ne s'est pas opposée, au contraire sa maman a été très favorable. Elle lui a même donné de l'or pour pouvoir faire le voyage. Effectivement, il arrive que des personnes de chez nous quittent la zone, et restent plusieurs années en dehors de leur région. Ce jeune homme est allé chercher fortune. Il a connu beaucoup de tribulations. Il est revenu avec la jambe amputée. Il a été victime de sa naïveté et de l'escroquerie de certaines personnes. Il a eu un accident qui l'a diminué physiquement, puis il y a eu un fâcheux concours de circonstances qui sont authentiques. En 1971, je crois qu'il y a eu les événements guinéens, et les autorités ivoiriennes avaient réagi. Et de tout de suite on a accusé les étudiants étrangers d'avoir des accointances avec les Guinéens. Aussi a-t-on décidé d'expulser tous les étudiants étrangers, quelle que soit leur nationalité. JDP. Vous étiez à Abidjan à ce moment-là? MHS. J'étais à Abidjan, et j'ai été expulsé. Nous étions expulsés quand bien même nous ne faisions pas de grève puisque nous étions fonctionnaires. Donc, quand il y avait grève, quand ils allaient manifester, nous allions vivement rendre compte, ce qui gênait nos jeunes frères, parce que eux ne comprenaient pas que nous étions des pères de famille. Au moment où on a décidé de les chasser, on a fait partir tous les étrangers en même temps. Effectivement, nous étions renvoyés ici, et avec beaucoup de nos compatriotes, et cet Amadou imaginaire a profité de cet événement pour rentrer chez lui. JDP. Quand on lit Aboki, on voit quelque chose d'important, qui apparaît d'ailleurs dans les autres œuvres que vous avez écrites aussi,
c'est la place de la force publique. Dès qu'Amadou quitte son village, il est déjà en proie à des problèmes de gendarmes, puis il y a le problème de la frontière, des douaniers. Quand il est arrêté, il a un accident à la suite justement d'une poursuite avec les forces de l'ordre à propos d'un vol. Et puis, il y a encore ce retour forcé vers le pays, manu militari on peut dire. Ça représente quand même quelque chose de très important dans l'univers d'Amadou, mais aussi dans l'univers de ces jeunes qui quittent le pays. Ces forces de l'ordre partout présentes qui sont là comme un poids terrible à leur égard. MHS. Oui. Quand on voit la conférence nationale nigérienne, on peut dire que l'opinion d'une manière générale s'est braquée contre l'autorité en tant que telle, mais surtout l'autorité représentée par les forces de l'ordre quelle que soit leur nature ou quelle que soit leur zone d'intervention. Pour Amadou, au point de départ, c'est quelqu'un qui est déjà révolté par l'autorité, à commencer par l'autorité traditionnelle, qui en connivence avec les gardes, donc les forces de l'ordre, a humilié son père et humilié toute sa famille. Il a déjà cette image très négative de l'autorité, et il a voulu effacer cette image en quittant son pays. Malheureusement, la vie de tous les jours dans nos pays, en Afrique particulièrement, qu'on le veuille ou non, les forces de l'ordre sont là omniprésentes et il y a un ordre qu'on ne peut pas perturber. Dès qu'on veut le changer, on se rend compte au fond qu'on a des limites. Ce matin, j'ai entendu une conférence de presse du président du HCR. Eh bien, on ne parle que des forces de l'ordre, parce que simplement on se rend compte que l'ordre ne peut pas être troublé ou qu'il est en train d'être troublé. On constate donc que les jeunes Nigériens, quels qu'ils soient, ont évolué dans cet univers musclé et asphyxiant des forces de l'ordre qu'ils rencontreront où qu'ils aillent. C'est vraiment une hantise, mais une hantise réelle. JDP. Dans Aboki, le jeune Amadou, quand il revient au pays, 20 ans plus tard, il retrouve une place dans sa société. Est-ce que c'est pour faire un happy end, une bonne conclusion ? Ou bien est-ce que vous croyez que c'était possible quand même ? Ou est-ce que cela veut dire qu'il ne fallait pas partir ? MHS. Par rapport à ce roman, il faut avoir à l'esprit que j'ai dit que dans l'ADER c'est une initiation. Donc on ne peut pas échapper à cela, au contraire, il faut nécessairement l'accomplir. Amadou en s'en allant, même s'il a trouvé un prétexte malheureux qui l'a encouragé à partir, il est allé avec l'aval de toute la société pour une sorte d'initiation afin de ramener un petit plus dans le pays. Et il s'était effectivement investi, en ayant cela à l'esprit. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, parce que, peut-être que si on l'avait laissé quitter dans de bonnes conditions, il aurait pu rapporter quelque chose. Mais là, par le fait du hasard, il est rentré complètement démuni. Ce qui est important et que je voulais illustrer comme on l'a dit, c'est une vieille idée. Dans toutes les sociétés on dit que les voyages forment. C'est ce que j'ai voulu montrer. Alors qu'il est revenu, certes diminué parce qu'il n'a plus qu'un pied, il est revenu plein d'enrichissement parce qu'il a une ouverture d'esprit qui lui a permis de s'intégrer dans sa société. La famille ne l'a pas rejeté, sa fiancée l'a attendu le temps qu'il faut et elle l'a accepté tel qu'il s'est présenté. Et tout de suite il s'est investi pour pouvoir changer un peu sa société. Ce qu'il a vu là-bas, ce qu'il a appris, c'est ce qui est bénéfique. On l'a vu en tant que responsable de l'association des parents d'élèves. C'est lui qui a encouragé les gens à amener leurs enfants à l'école. On l'a vu en tant que responsable d'une coopérative dont il organise la gestion. Même si la fin semble un peu artificielle, il est important de retenir ceci. Tout le monde sait que les voyages forment et c'est ce fait qu'on a voulu illustrer en montrant Amadou revenir diminué physiquement, sans moyens, mais jouant quand même un rôle important dans sa société. JDP. Du point de vue de l'écriture dans Aboki, il y a quelque chose qui est assez remarquable puisqu'on ne le retrouve à ma connaissance que dans Weidoulou d'Ada Boureima, c'est que le personnage principal parle à la première personne. Il dit « je », et cela donne un ton tout à fait différent de beaucoup d'autres textes nigériens. MHS. Car ces gens de l'ADER qui vont sur la côte sont des parents à moi. Je les ai découverts ailleurs, comme Amadou. Mais ceux qui viennent faire les récits ne nous disent pas toutes les difficultés qu'ils rencontrent, et la vie qu'ils mènent. Donc, arrivé là-bas cela m'a un peu révolté et de manière inconsciente peut-être j'ai voulu assumer cette situation. C'est ce qui a fait que j'ai été obligé de parler à la première personne, c'est une manière de pouvoir assumer cela. D'ailleurs,
Vous avez peut-être pu vous rendre compte d'un petit passage qui nous a un peu gênés parce qu'on voulait coûte que coûte, anonymaire, on parlait de la ville close. On était un peu gênés, mais cela ne fait rien. Dans tous les cas, c'est peut-être un choix inconscient, mais c'est quand même un choix un peu délibéré malgré tout. JDP. Je voudrais maintenant passer à votre deuxième grand texte, Caprice du destin, que vous faites paraître en 1982. Vous avez dit tout à l'heure que finalement à l'origine c'était une pièce, qu'ensuite vous avez préparé un premier manuscrit qui s'appelle La Cause, et entre ce premier manuscrit et Caprice du destin il y a encore un retravail. Le texte écrit de La Cause, pas la pièce, date de quelle époque? MHS. Ce doit être 1976. La cause peut se résumer à ceci. Il y a des élections législatives qui devaient s'organiser. Il y a un monsieur qui a cru comprendre que de par son rôle, il peut arriver à mieux faire. Donc il a mis tous les moyens, il s'est investi, et malheureusement à la dernière minute il s'est fait flouer parce qu'ailleurs, on n'a pas voulu l'épauler. Bon, voilà la cause. Dans Caprice du destin quelque part j'intègre cela. Mais en vérité ici cela concerne la vie d'un enseignant comme je les ai connus, mes anciens maîtres, qui étaient les ténors de la lutte contre l'impérialisme. Parfois, par choix personnel ou parfois parce qu'on les a acculés. Dans le cas présent il s'agit de Casco, l'acteur principal. Il a été acculé parce qu'étant enseignant, il a été envoyé dans une zone où il devait travailler mais sans avoir les moyens. Tout de suite il s'est trouvé face à l'incompréhension des villageois hostiles à l'école, face au marabout du village qui voyant en lui un rival, n'a pas hésité à monter les gens contre lui. Et pour ne rien arranger, Casco s'est trouvé en face du commandant blanc, maître incontesté des lieux. Il s'appelait Goumaïbé, anagramme de Mébouger. C'est le fameux Villermin qui était resté chez nous à Tawa. J'étais jeune encore quand il a fait Tawa, mais vous savez, on racontait encore ces histoires. JDP. Est-ce que l'histoire que vous racontez de l'enterrement du chien est vraie aussi? MHS, cela, on me l'a raconté. Il semblerait que le chien serait le chien de Moudour qui était mort. Et qu'on a exigé. Mais là j'exagère un peu, je ne l'ai pas vécu. Mais ce qui est sûr c'est que Goumaïbé c'est Maïbougé, donc c'est monsieur Villermin. Quant à cet enseignant nommé Casco, j'avais à l'esprit un aîné enseignant. Peut-être que l'histoire a été romancée, mais je sais qu'un gars de chez nous, qui était instituteur et qui était resté particulièrement à Dakoro, là où était Maïbougé, a eu maille à partir avec ce commandant. JDP. Caprice du destin est quand même, à ma connaissance, le seul livre de la littérature nigérienne qui dresse une espèce de fresque historique puisque cela part de la période coloniale. On retrace un événement très important dans l'histoire du pays, qui est donc le référendum en 1958 avec l'opposition entre l'éléphant et le parti du chameau, le RDA et le Sawaba, puis il y a l'indépendance, la mise en place du nouveau gouvernement et finalement le roman S'' arrête en 1974 à peu près. C'est donc le seul texte nigérien qui suive cette grande trame historique et je le trouve moi très intéressant à ce sujet. Mais je voudrais vous poser deux questions. Casco a d'abord ses aventures avec le commandant blanc, vous en avez parlé, et il y a un passage assez étonnant, c'est ce revirement politique au moment du référendum. On voit Casco qui était du parti du chameau, qui devient tout d'un coup du parti de l'éléphant. Comment peut-on expliquer ce? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu? MHS. Attention. Ce n'est pas Casco mais c'est Gazéré. En vérité, Casco comme tous les enseignants d'avant était en majorité du parti de l'éléphant. Mais là où c'est intéressant, c'est que Casco à un moment donné a eu maille à partir à nouveau avec le commandant blanc. Puis il y a eu l'indépendance. On a nommé des commandants nigériens, mais Casco découvre qu'ils ne sont en rien différents de leurs prédécesseurs. Donc il a eu aussi maille à partir avec le commandant noir, qui lui, était appuyé par d'autres personnalités de la capitale. Tous ces problèmes dans ces années ont continué. Casco était un militant convaincu, n'ayant aucune affinité avec les responsables. Ceci lui vaudra quelques représailles, affectation punitive dans une localité lointaine. Par contre, il y a eu un revirement pour l'agent spécial. Il était effectivement militant convaincu du parti du chameau,
mais il a été victime d'une machination. Il y a eu un rapprochement de Casco avec le commandant au moment du référendum. Effectivement, c'est clair, c'est vrai. Il y a eu une sorte d'alliance entre le blanc et les gens du RDA. Et ensemble, parce que leurs intérêts convergeaient, tous tenaient à la victoire du référendum. Ils se sont mis d'accord, et c'est ce qui a fait que Casco et le blanc qui étaient là se sont rapprochés. Ils ont trouvé cette formule. En disant bon, comme l'autre c'était un agent spécial qui était du parti de l'éléphant, il faut trouver une formule pour vraiment l'acculer. Or maintenant on avait voulu lancer une femme comme on dit à travers ou vers lui, mais comme c'était quelqu'un qui était d'une réelle chasteté, on a reculé. Mais par contre la formule qu'on a trouvée est de l'attaquer dans son métier. Il est agent spécial, on le surveille, et on a mis un gars dans le coup. Un jour au moment où il faisait sa caisse, il se lève, laissant cet argent-là. On profite de son absence pour voler l'argent. Quand l'agent spécial s'en est rendu compte, il s'est confié à son commandant qui lui a dit « Bonne écoutez, ce n'est pas un problème. » Il l'a d'abord menacé en disant « Voilà, à l'instruction on fera ceci. » Bon, donc c'est certain que le gars est au bord de la détresse. Il lui a fait la proposition de le couvrir s'il change de parti politique. JDP. Est-ce que ça fait allusion à quelque chose qui a pu effectivement se passer? MHS. Même si cette scène n'a pas eu lieu, je peux dire qu'elle peut arriver. JDP qui se passait. Puisqu'il y a quand même eu un énorme revirement, inattendu, au moment du référendum. Un parti majoritaire devient minoritaire. Il a donc dû y avoir effectivement des tractations. MHS. C'est certain, ce sont déjà des scènes que nous avons déjà vécues. Sans être ce cas précis, on a connu par exemple des gens qu'on a amenés à changer de position simplement parce qu'on a fait des pressions sur leur famille. C'est arrivé. Par exemple, si quelqu'un est issu d'une famille de chefs, on menace de destituer son parent qui est chef de canton. Il est obligé de faire pression sur lui. C'est une situation imaginaire, mais tout à fait possible. Dans des localités, quand on voit des gens qui défendent une cause et qui sont déjà bien implantés, l'autorité en place trouve tous les moyens nécessaires pour pouvoir les faire changer. JDP. De même, vous faites allusion à des événements graves survenus dans le pays dans les années 1963 à 1966, notamment celle opposition entre les deux partis. Le parti au pouvoir, donc l'éléphant, et le parti qui s'engage dans la révolte armée. Et là vous racontez beaucoup de choses de cette période. MHS. Oui. Il s'agissait en fait de la période qu'on a appelée la période de la subversion. Le parti de l'opposition avait cru comprendre qu'il était possible de prendre le pouvoir par les armes. Aucun doute à ce niveau. De part et d'autre, les gens s'espionnaient. Ceux qui étaient de l'autre côté, croyant d'après ce qu'on leur envoie comme nouvelle du pays que le peuple était prêt, qu'on attendait qu'il suffisait qu'on prie pour que le peuple prie à travers eux. Et ils ne savaient pas que les informations étaient ce qu'on appelle du TOC. Quand ils étaient arrivés, quelque part on les a accueillis, on les a tués, on ne les a pas toujours tués mais toujours est-il dit que cela a avorté et qu'ils se sont fait prendre. J'en ai profité pour raconter deux petites histoires. La première c'est celle de ce voleur qu'on a chassé dans une concession et qu'on poursuivait. On a dit « Arrêtez le sawabiste, arrêtez-le ». Et le gars a préféré s'arrêter net en disant « Moi je ne suis pas sawabiste. Je suis voleur ». Il a préféré se déclarer voleur, ce qui prouve la violence des mauvais traitements qu'on infligeait aux partisans de cette opposition. Il sait qu'on va le traiter mal. Mais si on le prenait en tant qu'opposant, peut-être que le traitement qu'on va lui donner serait pire. Il y a une deuxième historiette que j'ai racontée. Entre des amis, il y en a un qui se targue d'être brave. Il en parle tout le temps. Et je crois que quelques gens ont dû lui tendre un piège et essayer de l'éprouver. On l'a fait se déshabiller, et tout c'est après qu'il a su que c'était ses propres copains. On a rigolé. Ce sont des histoires qu'on raconte parfois. Il y a toujours un début de vérité, là-dedans. Mais on exagère. De temps en temps, il faut apprendre à se consacrer à des choses moins sérieuses. Mais ce sont des anecdotes de cette période-là. JDP. Il y a donc cet épisode-là, et puis il y a un épisode qui va coûter finalement assez cher à Casco.
C'est que se trouvant déjà en opposition avec le commandant nigérien, l'a affecté un peu loin, au moment des élections. Il pense lui pouvoir réussir. C'est alors qu'il y a une énorme manigance contre lui. Et finalement il dépense tout son argent, et il n'obtient pas le poste de député qu'il convoitait. Avez-vous assisté aussi à des choses de ce genre? MHS. Au Niger on a parlé de népotisme, de paternalisme etc. C'est une réalité. Dans la mesure où, dans la localité où se trouvait Casco, c'était une personnalité, il avait suffisamment de poids, mais malheureusement pour lui, c'est qu'au niveau central, toutes les décisions sont prises par le comité directeur. Sans le moindre appui, sa candidature sera vouée à l'échec. Échec parce qu'à un moment il n'avait pas fait bon ménage avec le sous-préfet, qui était le neveu d'une haute personnalité. Dire que c'est Mamadou tout court, c'est peut-être difficile mais c'est une réalité qui a existé. Nous connaissons beaucoup de collègues, surtout de ceux de notre génération, qui ont un certain charisme auprès des gens. Ils ont voulu, mais ils n'ont jamais pu atteindre leur objectif parce que, simplement, à Niamey, les gens qui étalent les patrons de la politique n'avaient pas voulu les appuyer, ou simplement parce qu'ils avaient une forte personnalité et ce n'est pas des gens à qui on pouvait faire accepter un compromis quand ils n'en voulaient pas. Ça aussi c'est une réalité. JDP. Il arrive au pauvre Casco une dernière aventure qui est la pire. On lui colle sur le dos l'étiquette d'être partisan du parti du chameau, ce qui lui vaut un internement à la fin du livre. MHS. Oui, ces cas sont légion. Et c'est malheureusement le cas de mon ami, Ibrahim Issa. Pour ce dernier, c'est l'illustration de ce qui s'était passé. C'était un partisan convaincu du RDA, c'était vraiment un des ténors de la cause du RDA. Mais à un moment, il a divorcé. Mais il a fini par faire de la prison. Pour ça, simplement on l'a exclu et on l'a envoyé en prison. Ce qui l'a beaucoup affecté. Je ne sais pas s'il l'a dit dans Nous de la coloniale. Je n'ai pas lu ce livre-là. Mais je sais qu'il a beaucoup souffert, simplement par incompréhension. On a profité d'un simple événement fortuit, pour l'arrêter. Ça arrive. Dans le temps effectivement, les termes qualificatifs pour terroriser un militant c'était « Ah, vous êtes un subversif » ;« Ah, vous êtes un communiste, vous êtes un sawabiste ». Même votre simple manœuvre, s'il veut vous embêter, il est capable d'aller rapporter « Monsieur Mahamadou c'est un sawabiste » ou etc. Si vous n'avez pas de chance, il suffit d'un événement quelconque pour qu'on vous envoie en prison. C'est triste mais c'est comme ça. JDP. Le livre se termine tout de même sur une libération. Nous sommes en 1974. MHS. Oui. Il faut reconnaître qu'il y a plusieurs images qui se sont mêlées. En 1973, on avait arrêté des professeurs pour fait de grève. On avait également arrêté des étudiants. C'est peu de temps après que le coup d'État est intervenu. Et parmi ces jeunes étudiants, j'en connais un qui de la prison est venu et a pu s'insérer dans le gouvernement. C'est vraiment une image. Casco effectivement a existé et peut-être qu'au temps des anciens partis il n'a pas été compris, et que, actuellement, il a pu être repris. Et c'est là où on a trouvé cette image un peu cocasse de la fin du livre. Il se trouve en face de son ancien sous-préfet qui est en train de suer, quand les militants l'emmènent en prison. JDP. C'est son ancien adversaire qui l'a fait mettre en prison? MHS. Qui lui a interdit d'être député et qui l'a mis en prison. Et cette fois-ci, comme il y a eu un bureau d'instruction, Casco le voit aux mains de la justice et en train de suer à grosses gouttes. Alors que lui, on l'a appelé pour plutôt accéder au pouvoir. JDP. Peut-on dire que cette fresque historique, qui dure presque une trentaine d'années, porte un sens positif ou non? Ce premier temps qui commence à l'indépendance finalement est une espèce d'espoir trompé. Casco subit tellement de désagréments que c'est assez négatif comme expérience. MHS. Oui. Pour Casco c'est vrai, l'indépendance est une expérience très négative, dans la mesure où en son temps il s'est opposé au colonisateur en pensant que c'est son ennemi et en déplorant toutes les méthodes du colonisateur. L'indépendance arrive. Son propre parent ou compatriote prend le pouvoir et il voit que c'est presque la même manière de traiter ou même pire dans la mesure où dans le temps, quand il se plaignait contre le blanc,
il a toujours l'administration centrale en France qui pouvait réagir. Or ici c'est l'inverse, même quand il se plaint contre la puissance publique. Même quand il se plaint contre son compatriote, là où on doit lui donner l'appui nécessaire, au contraire on le désavoue. C'est une désillusion. Le changement de régime qu'il y a eu effectivement pour lui, ça pouvait être un espoir, du moment où on l'avait embarqué et mis dans le gouvernement, parce que là c'est un changement d'homme, un changement d'acteur. Ça vaut ce que ça vaut, mais pour lui c'était l'espoir. Cependant il peut comprendre que quand on a une certaine valeur, quelle que soit la période, peut-être qu'en son temps on peut toujours faire appel à lui. Il reste un espoir. JDP. Du point de vue de l'écriture, il y a des choses assez remarquables dans Caprice du destin. Notamment vous avez tout ce passage très amusant du garde qui accent aigu X accent aigu cute tous les ordres du commandant Blanc, et qui parle un français assez savoureux. Et vous avez essayé de reproduire justement ce français savoureux. MHS, oui, comment s'appelle ce garde déjà ? C'est un garde assez célèbre. D'ailleurs dans la préface, Feu Ibrahim Issa a bien reconnu que le garde auquel je faisais allusion a existé. Si l'on traduit littéralement ce nom, nous aurons à peu près ceci: vous êtes plus chaud que le soleil. C'est quelqu'un qui effectivement malmenait les populations, et ce que j'ai essayé c'est de coller le plus possible à la réalité. Et bien quand les gardes-cercles sont face à la population, il parlait un drôle français. Même si c'est un français mal dit, il le parle, il n'essaie jamais de s'adresser à la population dans la langue locale. Ça c'est une manière de montrer l'anachronisme de la gestion que l'on fait des hommes. Voilà un Nigérien qui n'est jamais allé à l'école, et au lieu de s'adresser aux populations dans leur langue, il leur parle en français et de surcroît dans un mauvais français. C'est ce que j'ai essayé de reproduire tant bien que mal. Voilà quelqu'un qui est en présence de ses parents et qui voudrait qu'on le comprenne, et qui ne parle pas la langue que tous les gens comprennent, au contraire, il leur parle une langue qu'ils ne comprennent pas. Donc ça continue toujours à maintenir cette idée de peur qu'il impose aux autres. JDP. Dans d'autres passages quand vous faites parler les gens du pays, il y a quelque chose de très remarquable, c'est l'usage des proverbes que vous faites. Il est très conséquent et je crois qu'il essaie d'exprimer, de traduire la façon dont les gens parlent ici. MHS. Oui. Là il faut reconnaître que c'est la particularité de mes écrits parce que j'essaie d'inclure le maximum de proverbes. D'ailleurs c'est ça qui rend mon travail difficile parce que traduire du Haoussa en français, vraiment c'est de l'à peu près. Et effectivement dans ce livre, j'en ai abusé d'ailleurs. Mais c'est une manière à moi d'intégrer un peu la culture nigérienne, parce que j'avais personnellement un recueil de proverbes qui en contenait plus d'une centaine. Normalement chez nous l'homme que l'on dit cultivé, celui qui connaît la société, ce n'est pas l'homme qui parle le langage du commun, c'est l'homme qui parle en agrémentant ses propos de proverbes. L'idée est toujours dite à travers des proverbes, et il appartient aux jeunes de pouvoir les comprendre. Effectivement dans mon livre j'en ai mis beaucoup. C'est peut-être cela qui explique le malaise qu'éprouvent quelques puristes de la langue française, qui n'ont pas hésité à comparer Caprice du destin à Aboki. Les gens ont trouvé que Aboki était plus châtié sur le plan de l'expression. C'est un choix que j'ai fait, un choix délibéré qui consiste à intégrer les proverbes qui appartiennent à mon terroir dans ce livre. Mais ce qui est important pour celui qui sait lire et qui connaît les cultures nigériennes, c'est de comprendre ce qui est dit. JDP. Mais comment expliquez-vous le titre que vous avez donné ? Vous avez d'abord parlé de la cause, puis ensuite c'est devenu Caprice du destin. Pourquoi ? MHS. C'est vraiment la dernière image qui a engendré le titre. Parce que le destin, à un moment, c'est jouer de Casco. Casco, en tant que fonctionnaire honnête faisant correctement son travail, aimant son pays, s'est mis à lutter avec toute son énergie et toute sa sincérité. Mais malheureusement, il a été mal compris, et le destin n'a pas favorisé sa promotion. Mais c'est toujours par le destin que survient un événement qui va transformer la trajectoire de sa vie, sans qu'il ait à s'investir. Mais je parle de Caprice à la fin du livre, car il s'est retrouvé nez à nez avec son tortionnaire. Donc le destin destitue l'autre et propulse Casco. C'est vraiment un caprice du destin. Il fait ce qu'il veut et pour nous c'est une image un peu symbolique dans la mesure où en tant que bons musulmans, en tant que fatalistes, nous pensons que notre vie est prédéterminée.
Beaucoup d'événements ne nous surprennent pas. En tout cas personnellement, c'est ma philosophie. Je me dis toujours oui, c'était prévu. Oui, j'aurais peut-être pu le savoir mais ce n'est pas fait en tout cas pour me désemparer. Au contraire, j'essaie de m'en accommoder. JDP. La couverture de Caprice du destin, est-ce vous qui l'avez imaginée ou bien c'est quelqu'un qui l'a faite? On voit cette prison, ses mains qui frappent à travers les barreaux et un oiseau, les affiches non et oui du référendum, etc. MHS. Je ne me rappelle pas celui qui me les avait dessinées. Il a fait 2 propositions, et j'ai retenu celle-là simplement parce qu'il y avait la colombe, et c'est là où j'ai parlé de ce problème de liberté. Casco en prison puis libéré. JDP. Caprice du destin, vous l'avez fait éditer ici, à l'INN. Vous l'avez fait à votre compte d'auteur? Avez-vous pu avoir une subvention? Comment avez-vous procédé? MHS. Il n'y a pas eu de subvention, c'est à compte d'auteur. Il faut reconnaître qu'au moment où j'avais ce travail, j'avais des relations avec le directeur de l'IN. Il était au courant de ce que j'avais fait avec Aboki. Il a donc accepté d'éditer ce livre et de le vendre. Il a fait un devis initialement. On s'est mis d'accord sur le prix de vente et il m'a dit voilà votre marge. Donc à chaque fois que je place le livre, je vous paye tant, c'est comme ça que nous avons fait. Entre-temps, il faut reconnaître qu'il y a un monsieur du ministère de la Culture qui a pu nous aider puisqu'il a acheté d'emblée dès que c'est sorti, 1000 exemplaires. C'est comme ça que l'imprimerie s'est retrouvée dans ses fonds. JDP. Combien y a-t-il eu d'exemplaires tirés? MHS. Je crois que c'est 3000 exemplaires. Je devais refaire une autre édition, mais malheureusement cela n'a pas abouti. JDP. Vous me permettrez un jugement personnel, je trouve ce texte très intéressant. Justement par la tranche d'histoire qu'il traverse, par ce qui arrive au personnage, c'est quand même le seul roman nigérien qui brasse une période de temps aussi longue. Tous les autres romans se passent en l'espace d'une année, de quelques mois ou de quelques années mais jamais cette dimension, cette espèce de chronique historique. Il est le seul jusqu'ici à avoir traité le temps de cette façon. Et je trouve que c'est parmi les romans celui qui justement apporte beaucoup de choses. Peut-être d'une certaine manière plus qu'Aboki. Aboki, c'est quelque chose qui a eu un grand succès, c'est peut-être un texte plus facile. Je trouve que Caprice du destin, par la qualité de ce qu'il traite, mérite un nouveau tirage. Cela me paraît très justifié. MHS. Oui, effectivement vous avez raison. Il y a eu des demandes émanant des écoles, des CEG notamment où le document a été accepté. Il a été introduit, et d'ailleurs c'est l'idée qui nous a déterminés à envisager un deuxième tirage. JDP. Venons-en au 3e texte Goma. Vous l'aviez d'abord traité sous forme de pièce comme vous l'avez expliqué, puis sous forme de nouvelle et vous l'avez traité comme nouvelle et vous l'avez repris sous une autre forme en édition pour enfants. Quel travail avez-vous opéré entre la nouvelle celle qui était parue en 1974 dans Sahel Hebdo, et celle qui est parue pour enfants dans la collection EDICEF? MHS. Je n'ai pas tout à fait le fil des idées de ce que j'ai mis dans le Sahel Hebdo, mais ce qui est certain c'est que dans Goma définitif, il y a une scène qui a été ajoutée, l'enrichissement de Biro. Dans la première version, la scène se terminait par le mariage de Biro et de Goma, mais ce qui a été ajouté, c'est l'histoire d'El Hadji, le père de Goma, qui a refusé un moment que Biro épouse sa fille parce qu'il est de la région du fleuve. Le hasard a fait que Biro est devenu riche. Même dans la première version on disait qu'il avait gagné à la tombola. La sortie de la pièce avait coïncidé avec le premier tirage de la tombola nationale. C'est pourquoi on a mis cette petite scène où le monsieur avait gagné à la loterie nationale. Ici le mouvement a été plus ample parce que Biro a gagné à une loterie extérieure au Niger. Parce que c'est là qu'il y a de gros tirages et il est devenu subitement riche. Donc quand il est devenu riche, il a quitté l'école, et il a incité sa femme à quitter l'école elle aussi, elle s'est mise à faire de petites affaires. À l'inverse, le hasard a fait qu'El Hadji a eu un mauvais coup de sort, ses affaires ne marchaient plus. Il a demandé un crédit qui a tardé à venir. Et il s'est mis à faire du commerce frauduleux à la frontière. Et un jour il s'est fait prendre. On a saisi tous ses biens.
Et voilà que Biro arrive en sauveur, il se présente à lui en tant que fils. Et il l'aide à sortir de l'impasse. Donc cela finit par une réconciliation entre Biro et El Hadji. Biro s'est réconcilié aussi avec Karo qui avait voulu lui arracher Goma, et qui lui en a fait voir de toutes les couleurs. Karo a eu des problèmes sur le plan politique. Il n'est plus député, et il a commis des malversations. On l'a arrêté, jeté en prison et libéré. Il s'est remis dans le circuit de la vie et retrouve Biro, l'homme d'affaires, qui le rencontre devant une banque, je crois par hasard. Ils se voient, se saluent. Biro lui a alors tout pardonné. Ce qui a surpris d'ailleurs Karo. Il lui a donc donné un peu d'argent, et il lui a promis de lui trouver du travail. C'était une image un peu voulue, mais ici d'une manière directe c'est Ali Louin qui se reflète là. En effet, de par éducation, nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut effectivement pardonner. Donc Biro pardonne à son concurrent et en fait un collaborateur. Voilà l'image qui vient s'ajouter à la nouvelle de 1974. JDP. Finalement, on s'aperçoit que dans vos 3 publications, la question de l'autorité reste un problème central. Casco et Amadou sont constamment confrontés à ce problème de l'autorité. Biro, c'est un peu différent. Il y a 2 formes d'autorité, l'autorité traditionnelle du chef, du père ou du grand-père. Il y a quand même aussi cette autorité politique, puisqu'il est victime lui-même d'exactions des milices de Karo. Cette réflexion sur le pouvoir et l'autorité. C'est donc un thème fondamental de votre œuvre ? MHS. Peut-être d'une manière inconsciente je suis anarchiste. Qui sait ? Vous avez raison. Je récuse l'autorité inconsciemment. Ce qui est important, c'est que quoi qu'on fasse vers la fin il y a une sorte d'entente quand même. Mais vous avez peut-être raison dans la mesure où, personnellement j'ai grandi orphelin, quand je suis né mon père était décédé. J'ai vécu dans un milieu où il y avait cependant une forte personnalité. Je dédie toujours mes livres à mon tuteur Paraíso. À travers ces textes transparaît cette autorité que j'ai vécue. Au cours normal, c'est la même autorité qu'exerce le directeur qui est un Français. Par exemple, quand il vous rencontre sans un bouton, il est capable de vous mettre devant sa voiture et de vous faire courir de la ville à l'école. Et quand vous avez un 0, on appelle ça transport fumier. Il vous oblige à transporter du fumier. C'est donc un homme très très dur. Cette autorité que nous condamnions, nous a été d'un précieux secours dans notre vie d'adulte. JDP. Vous avez écrit à Boki, et caprice du destin justement quand vous-même vous aviez des fonctions ministérielles, alors que vos livres sont justement une réflexion assez sévère et critique sur l'autorité. Pouvez-vous vous expliquer ? MHS. Vous savez, c'est peut-être ça qui prouve que je suis resté à Lidou. La preuve c'est qu'on m'a souvent sollicité pour jouer le rôle de médiateur. Ce choix s'explique peut-être par l'esprit d'équité et d'indépendance dont j'ai fait preuve. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.